Vladimir est un miraculé. Ce retraité a survécu à l'attaque d'un ours. Chaque année à l'automne, je fais la cueillette des aubépines et aussi d'autres baies. Mais ce jour-là, j'ai vraiment mal choisi mon jour, faut croire. À peine sorti de l'hôpital, il a accepté de nous emmener sur le lieu de sa mésaventure, pas loin du village où il habite. L'ours a déboulé de là-bas. Je me souviens, il était là. Il a bondi sur moi et il m'a projeté au sol. J'ai eu le temps de me retourner et de me protéger le visage. Il a commencé à me mordre et j'ai cru que c'était fini pour moi. Pris entre les pattes de l'animal, Vladimir ne se débat pas. Et par chance, au bout de quelques secondes, l'ours finit par se calmer et s'en aller. Il m'a à moitié scalpé le crâne d'un coup de griffe. Il y avait du sang partout. Et il m'a mordu sur tout le corps. L'histoire de Vladimir n'est pas anodine. Rien qu'en septembre, une dizaine d'attaques violentes a eu lieu dans la région de Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Un territoire à moitié recouvert par la taïga et peuplé de 5000 ours. Jamais les habitants n'avaient vu rôder autant de plantigrades dans les villes et les villages. Ils sont partout et s'invitent même dans les squares. Un dimanche, à Narodka, une grande ville du sud, les policiers n'ont pas hésité à liquider un ours de 120 kilos. 6 coups de feu pour venir à bout de la bête. Car ces ours agressifs et imprévisibles peuvent aussi tuer. Comment expliquer un tel comportement alors que l'animal craint l'homme? Nous allons plus au nord, où la route fait place à la piste. À Tchougouïevka, au cœur de la taïga. Un ours y a semé la terreur pendant 3 jours. Bilan, une femme tuée. Ce sont les chasseurs de la ville qui ont mis fin à sa sanglante errance. On avait déjà repéré le parcours de l'ours. Il venait de là-bas et il avait traversé le potager. Il s'est approché jusqu'ici et on l'a abattu quelque part par là. L'ours photographié par les chasseurs était âgé de 3 ans et pesait 60 kilos. Très maigre et affamé, il traînait à la recherche de nourriture près des potagers. C'est là qu'il s'en est pris à la vieille femme. Elle était assise là. Je suis arrivé et je l'ai vue dans cette position. Tout le haut du crâne arraché. Son dos était lacéré jusqu'à l'os. On a tout de suite appelé les médecins et la police. Mais quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Elle était déjà morte. Cet été, il y a eu des inondations dans la région de l'Amour et en Chine. Je pense qu'il y a 95% de chances qu'il soit venu de ces régions. L'Amour, c'est le fleuve qui délimite la frontière entre la Russie et la Chine dans cette partie de l'Asie. Cet été, les pluies torrentielles l'ont fait sortir de son lit. Une crue exceptionnelle. Pour beaucoup d'habitants, les récentes attaques seraient le fait d'ours fuyant cette région. Mais les spécialistes avancent d'autres raisons. Pour avoir la réponse, il faut aller dans la taïga. Andrei et son équipe pistent les ours. Leur mission, prévenir leur migration vers les zones habitées. Ça, c'est une empreinte d'ours. Elle fait 25-26 cm. C'est un gros ours? C'est un ours de bonne taille. Les gardes-chasse veillent sur un domaine encore totalement préservé de l'homme. Il s'étend sur des milliers d'hectares, mais la nature est capricieuse. Cette année, les animaux ne mangent plus à leur faim. D'habitude, il y a des glands à foison dans cette forêt. Mais cette année, ils n'ont pas pu arriver à maturité, car le printemps a été trop froid. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à manger. La patrouille progresse vers la plaine et longe les champs de maïs. Le danger, c'est qu'on est déjà chez les hommes. Le premier village n'est qu'à 2 km. Et c'est justement ici que les ours du coin viennent faire leur razzia avant l'hiver. Ça, c'est un épi de maïs grignoté par un ours. Regardez, il s'est même aménagé un petit coin où il a pu manger tranquillement, sans se presser.
Les attaques seraient donc une histoire d'ours sauvages affamés. Mais le constat est loin de faire l'unanimité parmi ceux qui connaissent l'animal. C'est l'heure du dîner pour les ours de Vera. J'arrive, mes voyous. Cette ancienne dresseuse a quitté le cirque où elle travaillait. Avec ses 10 animaux, elle s'est installée provisoirement ici, sur un terrain prêté par le zoo de la ville. Oh, t'es mon petit ours tout poilu et baveux. Tiens, prends ça. T'inquiète pas, personne ne va te voler ta nourriture. Les ours qui ont attaqué ne sont pas tous des ours sauvages, mais des ours qui vivaient au contact de l'homme. Généralement, c'est des braconniers qui récupèrent les oursons dans les bois. Ils les ramènent à la maison et s'amusent avec eux comme des petits chiens. Mais l'ourson devient vite incontrôlable et dangereux. Ses maîtres n'hésitent pas à s'en débarrasser. Le problème, c'est que les ours domestiques sont incapables de se nourrir seuls en forêt. C'est pour ça qu'ils viennent chercher de la nourriture chez les hommes, ce qui n'est pas le cas des ours sauvages. Nous sommes allés vérifier le long de la route qui mène à Vladivostok. Dans certains cafés ou restaurants, il n'est pas rare de tomber sur des ours. Pas ou peu de contrôle, pas de papier pour l'animal. Leurs maîtres sont libres de faire ce qu'ils veulent, tuer, revendre ou relâcher l'animal. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Le pire a été évité à Ussurisk. Un ours menaçant rôdait dans un quartier de la ville à proximité d'un jardin d'enfants. L'animal a été abattu à coups de kalachnikov. Ce jour-là, Andrei, le garde-chasse, était présent. C'est lui qui a remis l'animal au service vétérinaire. L'autopsie pratiquée sur l'ours a vite révélé l'origine de l'animal. Les spécialistes ont immédiatement constaté que sa masse musculaire était trop peu développée pour un ours sauvage. Et en plus, on a retrouvé des traces de métal sur ses dents, preuve qu'il vivait dans une cage. La plupart des attaques seraient donc dues à l'irresponsabilité de certains chasseurs ou braconniers. Mais la situation pourrait changer. Le service de protection des animaux de Vladivostok a décidé de multiplier les contrôles et de sensibiliser la population au triste sort des ours domestiques. C'est la nouvelle mode sordide en Russie. Des groupes d'extrême droite postent sur Internet des vidéos comme celle-ci. Sous prétexte de s'en prendre à des pédophiles, des hommes au crâne rasé, parfois accompagnés de jeunes femmes, agressent des homosexuels, les frappent, les humilient. Puis, ils diffusent des images. Parfois, ils appellent les parents ou les employeurs de leurs victimes pour annoncer leur homosexualité. Et pire que tout, ils les arrosent d'urine. Selon eux, une manière de les purifier. L'homme à l'origine de ces vidéos, le voici, Tessak, en russe, la machette. Il a créé un site qui compile les scènes d'agression d'homosexuels. Ce n'est pas un inconnu. Sur Internet, il pose fièrement, muscles gonflés ou devant des croix gammées. Il a déjà passé 3 ans en prison pour incitation à la haine raciale. Après les étrangers, ses nouvelles cibles, les homos. Mais pour lui, rien de critiquable, ce sont les pédophiles qu'il vise. Moi, j'ai déjà attrapé 80 pédophiles en un an, et tous les autres groupes réunis en ont attrapé environ 600. Pour moi, le seul moyen d'arrêter les pédophiles, c'est de les dénoncer publiquement. C'est la seule chose à faire. Mais très vite, le discours devient plus franc. Pour la machette, pédophiles et homosexuels, c'est la même chose. Si le monde entier soutient les homosexuels, pas de problème. Prenez-les, emmenez-les chez vous, n'importe où, emmenez-les en Europe.
Et avec eux, on vous refourgue les terroristes tchétchènes. Et on vous met aussi dans le paquet les travailleurs immigrés tadjiks. S'il vous plaît, prenez-les tous. On les déporte tous. Un discours qui serait passible de poursuite en France, mais qui ne pose pas de problème en Russie. C'est ce qui inquiète Igor Yassine, l'un des rares militants de la cause homosexuelle qui accepte de s'exprimer publiquement. Voilà comment les petits groupes piègent des jeunes homos. Ils se mettent en contact avec eux via les réseaux sociaux, en se faisant passer pour des hommes adultes qui cherchent des relations sexuelles, parfois tarifées. Quand ils se rencontrent, l'ado est attrapé et humilié devant la caméra. Beaucoup de ces jeunes ont alors des problèmes à l'école, dans leur famille. Ils plongent dans la dépression, la terreur, et ça pourrait les pousser jusqu'au suicide. Pour Igor Yassine, la création de ces milices n'est pas une coïncidence. Elles sont nées au lendemain des premières lois régionales punissant la propagande homosexuelle il y a 1 an. La loi fédérale a été votée en juin dernier à plus de 90%. À chaque fois, les manifestations contre le texte ont été violemment réprimées par la police, avec la complicité des milices d'extrême droite. Regardez, le manifestant est attaqué par un fasciste. La police arrive et embarque la victime, pas le fasciste. Les manifestants pro-gays tabassés, les milices anti-homo en revanche, continuent leurs agressions en toute impunité. Pas d'arrestation, pas de condamnation. On comprend mieux la bienveillance des autorités en écoutant Vitali Milonov, député du parti de Vladimir Poutine, et à l'origine de l'une des premières lois anti-homo dans le pays. Je ne crois pas que ces groupes s'attaquent aux homosexuels. En fait, ils s'attaquent aux pédophiles. Le fait que la plupart des pédophiles soient aussi des homosexuels, c'est le problème des homosexuels, pas de ces groupes qui les attaquent. Traduction, ce sont les victimes qui sont condamnables, pas les bourreaux. Comble de l'impunité de ces milices, les vidéos postées par Tesak, la machette, sont sponsorisées par une marque de produits de musculation, 1 000 $ la vidéo, en échange d'un bandeau en bas de l'écran. Harceler des homosexuels en Russie, ça peut même rapporter de l'argent. Résultat, des petits groupes se forment partout dans le pays. Il y en aurait déjà 35 et leur nombre augmente. Rostov, dans le sud de la Russie. Cette bande de copains de 15 à 23 ans a eu une idée pour s'amuser le week-end. Ils ont créé leur propre milice. La chasse aux homos, ils appellent ça un safari. Pour moi, les safaris, c'est un sport extrême. C'est vraiment une super sensation. À chaque fois, c'est comme de l'adrénaline. Les groupes anti-homos se font même concurrence. Gloire aux plus cruels d'entre eux. Cette vidéo a remporté un prix. C'était lors d'un concours organisé par tous les groupes comme le nôtre dans le pays. On a envoyé nos meilleures vidéos et c'est celle-là, la nôtre, qui l'a emportée. Dans la vidéo, un homosexuel se fait asperger d'urine. Plus d'1 million de personnes l'ont vu. Et tout le monde connaît son visage maintenant. De nombreux pays étrangers ont officiellement protesté contre l'homophobie qui règne actuellement en Russie. Mais cela n'ébranle pas les autorités, au contraire. Le pouvoir songe même à durcir encore plus la loi anti-homosexuelle dans le pays. Moscou, mardi dernier. Voici Piotr Versilov. Il vient ici devant le ministère de la Justice tous les jours pour avoir des nouvelles de sa femme, enfermée dans un camp de travail depuis plus d'1 an, à 600 km de là. Là, je colle les chiffres qui correspondent au nombre de jours passés sans nouvelles de Nadejda. Cela fait 16 jours aujourd'hui. Sa femme, Nadejda Tolokonikova, l'une des membres du groupe Pussy Riot, sur laquelle s'acharne la justice russe. Sans aucune nouvelle, son mari est de plus en plus inquiet.
La dernière fois que je l'ai vue, c'était au début de sa grève de la faim. Elle était encore en forme. Mais quand son avocate l'a vue plus tard, elle était déjà très faible. C'était au moment où elle se remettait à peine de sa seconde grève de la faim, et je peux vous dire qu'elle n'était vraiment pas bien du tout. En fait, Nadejda est en cours de transfert vers une autre colonie pénitentiaire, en Sibérie, une punition. Son crime ? Se rebeller sans cesse contre les autorités, même depuis qu'elle est derrière les barreaux. Tout commence en 2011. Nadejda Tolokonikova et d'autres féministes fondent un groupe punk, les Pussy Riot. Elles multiplient les happenings anti-Poutine avant de poster leurs exploits sur Internet, comme ici, sur la place Rouge au centre de Moscou. Leur plus gros coup date de février 2012. Les Pussy Riot investissent la cathédrale de Moscou pour une prière punk. Cette fois-ci, les Pussy Riot connaîtront le même sort que les autres opposants russes, arrestations et procès. Elles sont poursuivies pour vandalisme. Au cours du procès, Nadejda, toujours rebelle, arrive à l'audience avec un t-shirt où est inscrit « No passaran », ils ne passeront pas, symbole de la lutte contre l'oppression. Le verdict tombe, 2 ans de prison. Vous avez tenu des rôles de blasphémateurs et vous avez clairement utilisé des vêtements brisant l'ordre établi de l'Église. Nadejda est envoyée dans un camp de travail et là encore, elle décide de ne pas se taire. En septembre dernier, elle fait parvenir une lettre à son avocate. Publiée par Le Guardian, elle fait l'effet d'une bombe. Esclavagisme, tabassage, torture, voilà ce que Nadejda a vu et ce qu'elle a subi. Je réclame que nous soyons traités comme des êtres humains et pas comme des esclaves. Ma brigade travaille 16 à 17 heures par jour dans l'atelier de couture. Ils frappent les prisonnières, dans les reins et sur le visage. La riposte des autorités est instantanée. Quelques jours après la publication de cette lettre, une grande émission de propagande est enregistrée par la chaîne Russie 24, proche du pouvoir. Rien n'a été laissé au hasard. La chaîne a invité le commandant du camp et son adjoint, et aussi 2 anciennes détenues qui ont côtoyé Nadejda. Le présentateur commence par interroger le commandant. Alexander, comment se porte Nadejda? Parce que l'on sait qu'elle fait une grève de la faim. Elle se porte merveilleusement bien. Le ton est donné. Sur 8 invités, 7 sont contre la Pussy Riot. Et pendant 52 minutes, ils vont tous s'employer à détruire son témoignage. Vous avez dit qu'elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. N'importe quel psychologue vous dira qu'elle est l'archétype d'une princesse. Regardez-la, elle a une mine superbe. Elle qui pourtant se plaint qu'on lui interdit de se laver. Elle qui se plaint des conditions épouvantables. Regardez-la. Nous sommes des humanistes, et si jamais la santé des détenus est menacée, nous prenons des mesures. Clou du spectacle, une interview de Nadejda dans sa prison, réalisée par le présentateur lui-même. La chaîne ne diffusera que de très courts passages insipides où l'on voit Nadejda, le visage radieux, débiter des banalités comme celle-ci. La prison offre un cadre extraordinaire pour découvrir des gens. C'est passionnant. Tout est à l'avenant, mais un reportage réalisé quelques jours plus tôt par une autre chaîne, indépendante, celle-là, donne une vision radicalement différente. Le journaliste a lui aussi pu interviewer Nadejda. Elle confirme tout ce qu'elle a écrit. Un jour, la responsable a décrété qu'une détenue devait travailler dans un autre secteur, en plus du travail dans l'atelier de couture. Elle y est allée et en soulevant une poutre, elle est morte. Arrêt cardiaque. Nous avons retrouvé une ancienne détenue de la colonie numéro 14, Svetlana Bakhmina. Elle a passé 4 ans et demi de prison dans les mêmes ateliers de couture que Nadejda. Vous voyez, ça c'est l'entrée de la colonie numéro 14. À la lecture de la fameuse lettre, elle a retrouvé tout ce qu'elle-même a subi. Vous savez, depuis l'époque du goulag et des années 30, il y a eu très peu de progrès en fait. La façon de traiter les prisonniers est toujours la même. On regarde un détenu comme quelqu'un qui a cessé d'être un être humain. On les traite comme des esclaves et on en fait ce qu'on veut.
Après toutes ces révélations, la Pussy Riot a disparu des radars, transférée dans le plus grand secret en Sibérie, à plus de 4000 km de Moscou. Pour son avocate, il s'agit évidemment d'une mesure de rétorsion. Nous, les avocats et les parents, nous considérons ce transfert comme un coup bas de l'administration pénitentiaire. C'est évidemment lié à ce qu'elle a évoqué dans sa lettre. Les tortures, le travail d'esclaves. Le système ne peut pas lui pardonner ce qu'elle a fait. Les proches de Nadejda Tolokonnikova sont toujours devant le ministère de la Justice. Cet après-midi-là, cela fait 17 jours qu'ils n'ont aucune nouvelle directe de Nadejda. Moscou, le 1er mai dernier. La place rouge célèbre en grande pompe la fête du travail. Une grande parade populaire dans la pure tradition soviétique. 1,5 million de personnes défilent. Une manifestation comme les aime Vladimir Poutine, patriotique et très discipliné. Car voici ce que redoute par-dessus tout le maître du Kremlin. Les mouvements de protestation. Le 26 mars dernier, des milliers de personnes défient le pouvoir et descendent dans la rue. À Moscou et dans plusieurs villes du pays, tous ont les mêmes mots à la bouche. Dépassés, les forces de l'ordre n'arriveront pas à les faire taire. Des rassemblements qui critiquent ouvertement le régime, des scènes inimaginables dans la Russie de Vladimir Poutine. Depuis la forte mobilisation qui a suivi sa réélection en 2012, Poutine a tout fait pour étouffer toute forme de contestation sur la place publique. Une loi anti-manifestation a même été votée par la Douma. Elle prévoit jusqu'à 7 300 € d'amende en cas de participation à un rassemblement non autorisé. À l'origine de la mobilisation, cette vidéo qui totalise plus de 20 millions de vues. Une enquête de 50 minutes diffusée sur les réseaux sociaux par le chef de file de l'opposition, Alexei Navalny. Sa cible, le bras droit de Poutine, l'actuel Premier ministre Dmitri Medvedev. Dmitri Medvedev, Premier ministre et ancien président de la Russie, adore l'argent et les résidences de luxe. Dans une mise en scène soignée, il y révèle le système de corruption mis en place par le numéro 2 du régime. Palace, résidences de luxe, vieilles demeures, yachts, vignobles en Russie et à l'étranger, nous allons vous montrer les propriétés de Medvedev. Et vous allez pouvoir juger par vous-même qu'il est l'un des hommes les plus riches du pays et l'un des plus corrompus aussi. Suite à ces révélations, Alexei Navalny a été victime d'une attaque au détergent qui l'a rendu pratiquement aveugle d'un œil. Il vient tout juste d'être opéré en Espagne. L'homme qui veut renverser Poutine par les urnes lors des prochaines élections présidentielles de 2018 paye cher son engagement. À son QG, c'est son directeur de campagne qui répond aux journalistes. Pour lui, le tour de force de Navalny, c'est d'avoir su, grâce à cette vidéo, mobiliser un électorat jeune. Son sens politique, c'est d'avoir réussi à comprendre que réellement, on arrivait à un vrai bouillonnement. Une nouvelle génération est arrivée qui n'est pas prête à accepter que les mêmes personnes soient au pouvoir depuis 18 ou 25 ans. Tout le monde en a assez de la corruption. Et cela fait 4 ans que les revenus de la population baissent. Tout cela a participé au succès du film. On a trouvé la bonne manière de parler aux gens. Pour avoir organisé ce meeting non autorisé, Navalny a passé 15 jours derrière les barreaux. Mais il n'est pas le seul. Plus de 2000 arrestations ont eu lieu ce jour-là. Olga Romanova dirige l'organisation Russie détenue. Elle vient en aide aux prisonniers et apporte une aide juridique pour les personnes arrêtées de manière arbitraire.
Nous, on a surveillé tous les commissariats de Moscou et des autres villes aussi. On a recensé toutes les arrestations d'adultes et de mineurs. Les procès ont déjà commencé. L'organisation d'Olga assure la défense de 700 personnes. Ils sont sous le coup d'accusations très lourdes, c'est-à-dire résistance aux forces de l'ordre, non-obéissance au pouvoir et une autre loi de violence physique à l'encontre d'un policier. Et ça, c'est un article lourd de conséquences. Parmi les personnes qu'elle défend, Danil Pilchen, 20 ans. Bonjour Danil. Permets-moi de te prendre dans mes bras. Cet étudiant au conservatoire a été arrêté le 26 mars. Je manifestais sur la place, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Ils m'ont dit « Suivez-moi ». En fait, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils m'ont embarqué avec la délicatesse que vous pouvez imaginer. Il faut que tu saches, Danil, comme beaucoup d'autres, tu risques la prison. C'est vraiment probable. Olga le sait, le régime ne fait pas de cadeaux à ceux qui défient son autorité. Pour échapper à la répression, la jeunesse anti-Poutine invente de nouveaux modes d'action. Ce matin-là, 2 étudiantes, Lucie et Mariam, vont distribuer aux passants des lettres pré-remplies demandant à Vladimir Poutine de renoncer au pouvoir. Bonjour, il suffit de signer cette lettre et de venir avec nous samedi, les déposer chacun son tour à la présidence. Il s'agit de demander à Poutine de ne pas se représenter. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Bah pourquoi pas. Prenez en plus cet autocollant pour dire qu'on en a marre de lui. Des lettres individuelles que chaque citoyen déposera lui-même. Un bon moyen de contourner l'interdiction de manifester. Je suis dans la rue parce que je considère que c'est justement à la jeunesse de définir le futur du pays et nous sommes responsables de ce qui va se passer dans les 10, 20 prochaines années. Mais l'accueil des passants n'est pas toujours très chaleureux. Poutine a fait beaucoup pour l'État. Dans notre pays, tout le monde a toujours volé et volera toujours. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça a commencé avec les tsars et ça sera toujours comme ça. Parce qu'on est un très grand pays. Apprenez l'histoire, mademoiselle. Ce que je sais, moi, c'est que le pouvoir fonctionne quand il y a une alternance. Et ça aussi, c'est écrit dans les livres d'histoire. L'alternance, c'est un truc important. Pour une majorité de Russes, Poutine est l'homme qui a redressé la Russie. Pour l'opposition, il est l'homme à abattre. Derrière cette opération, l'organisation Russie ouverte. Elle a été fondée par un autre opposant à Poutine, Mikhail Khodorkovsky, aujourd'hui en exil en Suisse. D'ici quelques jours, l'organisation a prévu de déposer massivement ses lettres au bureau de la présidence. Une action pour laquelle ils ont déjà reçu un avertissement des autorités. Cet avertissement du ministère de l'Intérieur concerne les rassemblements non autorisés. Nous, on ne fait pas de rassemblement. Le pouvoir ne comprend pas qu'il existe d'autres formes d'action citoyenne qui n'exigent pas son accord. Les gens ont le droit de sortir dans la rue et d'apporter leurs doléances sous forme de lettres. C'est une action individuelle. S'il faut une autorisation pour ça, alors il en faudra une pour respirer, manger et fumer. Preuve que la préparation de cette action dérange le pouvoir. Le lendemain de notre interview, les locaux de Russie ouverte sont perquisitionnés. Ces images ont été filmées par les employés de l'organisation. On y voit la police de lutte contre l'extrémisme saisir les tracts et les lettres de doléances. Ils ne laisseront aucun document derrière eux. Un pur acte de sabotage signé du Kremlin. Mais l'action aura quand même lieu. 2 jours plus tard, nous retrouvons Lucie. À tout juste 20 ans,
Elle s'apprête à vivre son baptême du feu d'activiste politique. Il y a toujours un fort risque d'arrestation. Et surtout en ce qui me concerne, parce que je vais représenter Russie ouverte. Je vais porter une veste siglée au nom du mouvement. Son organisation l'a déjà préparée à cette éventualité. La plupart du temps, ils conseillent de ne rien dire à personne, puisque c'est bien connu, tout ce qu'on peut dire peut être retourné contre nous. Il ne faut pas s'opposer lors de l'arrestation, parce que cela pourrait nous mettre sous le coup de la loi d'atteinte aux forces de l'ordre. Et on nous a aussi conseillé de nous laisser faire et d'exiger les copies des procès-verbaux. Avant de partir, Lucie jette un dernier coup d'œil sur son téléphone. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils ont bloqué notre groupe sur les réseaux sociaux qui annonçaient l'action. Lucie retrouve ses camarades volontaires dans ce café. Ils en profitent pour se changer à l'abri des regards. Sur leur t-shirt est écrit Nadoyel, ça suffit. Un acte en apparence anodin, mais en Russie, mettre des t-shirts à caractère politique peut déjà valoir une arrestation. Ils arrivent sur la place où l'action doit débuter. La police est déjà là. À tout moment, elle peut empêcher l'action de se dérouler et arrêter les militants. Chers citoyens, votre manifestation n'est pas autorisée par les autorités. Veuillez aller déposer votre demande de manifestation au 23 rue Ilinka. Est-ce que vous avez un formulaire? Merci. Lucie, j'ai besoin de formulaire. J'ai déjà tout fait. J'ai même fait remplir un formulaire par ma mère. Simplement, à qui je les donne? Eh bien, donnez-le-moi. Qu'est-ce que vous distribuez là? Les journalistes du monde entier sont présents. En quelques minutes, Lucie se retrouve au centre de l'attention. Une tribune inespérée pour faire passer son message. On en a marre de voir comment on vole notre pays, de voir des salaires et des retraites si bas. Marre de payer des impôts pour des routes défoncées. Marre de subir la police et les juges. On en a marre d'avoir peur. Mais une autre activiste, pro-Poutine cette fois, s'invite devant les caméras. Maria Katasanova veut décrédibiliser le mouvement de contestation. Je suis venue pour voir ce qui se passe. Et j'entends certains dire qu'ils en ont marre. Je voudrais leur dire qu'on n'a pas besoin d'eux et que nous aussi, on en a marre de Russie ouverte. Les militants se dirigent maintenant vers le bureau de la présidence. Ils ont été rejoints par les responsables de Russie ouverte. Le but de notre action, c'est de dire à Poutine que de rester aussi longtemps que Brejnev au pouvoir, c'est pas normal au XXIe siècle. On en a marre que dans notre pays, on ne nous écoute pas. Et on en a marre qu'il n'y ait pas de travail. Malgré la forte présence policière, laissez le passage libre, avancez s'il vous plaît. Leur action est un succès. Ils ne s'attendaient pas à voir autant de moscovites exprimer leur lassitude du pouvoir. C'est au tour de Lucie de déposer sa pétition. Je peux vous prendre dans mes bras? Non, et tu dégages. Malgré cette dernière provocation, Lucie ne sera pas interpellée. D'ailleurs, il n'y aura aucune arrestation à Moscou ce jour-là. Sans doute grâce à la présence des caméras, car dans le reste du pays, là où les journalistes étrangers n'étaient pas présents, 200 personnes ont été embarquées. En Russie, on réprime en toute discrétion, surtout à l'approche de la Coupe du Monde 2018. Poutine a déjà prévenu, aucune contestation ne doit entacher sa grande fête du football.